bienvenue sur cet atelier. Pour me présenter, je suis Wafa Gerbi, je suis consultante solution chez Vaganet. Vaganet, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en solutions métiers et IT. Et bien particulièrement, nous nous spécialisons sur des solutions sustainability et développement durable en partenariat avec IBM, qui est représenté aujourd'hui par Sheila. Bonjour, Sheila O'Hara. Je suis spécialiste chez IBM de nos solutions pour accompagner en fait la transition durable des entreprises. C'est des solutions qui couvrent des sujets comme aujourd'hui le calcul de l'impact environnemental de l'entreprise, à aussi des solutions que l'entreprise peut utiliser pour comprendre l'impact du réchauffement climatique, par exemple, sur les opérations de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, on va parler de CSRD. Je pense que ça commence à saouler un peu tout le monde, CSRD, CSRD. Mais en fait, je pense qu'on va partir de là-bas pour parler un peu plus d'une vision holistique de la RSE et de la stratégie de développement durable de l'entreprise. Quand même, un petit rappel sur la CSRD. Alors, c'est une directive, juste pour savoir, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de CSRD ? Ok, très bien, parfait. Mais quand même un petit rappel, c'est une directive européenne de développement durable qui a été adoptée à Bruxelles décembre dernier, non plutôt novembre 2022, et qui a été transposée en loi française décembre dernier. Et elle vient remplacer la NFRD, qui est l'ancienne directive, ou la DPF, comme tout le monde le connaît. Et elle vient rajouter une complexité et d'autres éléments qui viennent renforcer le reporting. Et tout cela, ça s'inscrit dans le cadre du Green Deal, le pacte vert pour l'Europe, qui a pour objectif de créer un consensus autour des reporting RSE des entreprises et dans la finalité de faire une transition vers une économie durable, juste et résiliente face aux enjeux climatiques, sociaux et sociétaux. Donc en fait, on en a entendu parler des normes SRS qui viennent compléter cette directive et qui structurent un peu le rapport sur le fond et sur la forme. Et il y a les normes transverses en fait, et il y a les normes thématiques sur l'environnement, le social et la gouvernance. Et en termes de couverture, la CSRD, elle couvre 4 fois plus le nombre d'entreprises qui étaient concernées par la NFRD à l'échelle européenne. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est à 60 000 entreprises concernées par cette directive. Et elle vient rajouter une complexité et des exigences en plus. Par exemple, sur le nombre de rapports ou le nombre de pages qu'on doit fournir. Par exemple, on était sur 3 pages sur la NFRD. Aujourd'hui, avec la CSRD, on est sur 300 pages, qui est quand même une grosse différence. En termes d'investissement et de budget, là, en fait, les entreprises qui font des estimations sur les 3 prochaines années, qu'ils devraient mettre un budget de 300 000 euros jusqu'à 1 million d'euros pour les grandes entreprises en termes de prestations externes allouées à ce projet. Il y a 60% d'entreprises qui prévoit d'ajouter des ETP, des ressources supplémentaires pour aider à faire ce rapport. Et 85% des entreprises pensent qu'ils devraient changer leur outil de reporting parce qu'à l'état actuel, il ne fait pas l'affaire. Et donc, en fait, la question qu'on peut tous poser, est-ce que la CSRD, elle est là vraiment pour pousser les entreprises à faire mieux et accélérer cette transition durable, ou est-ce que c'est un fardeau normatif qui vient complexifier cette stratégie RSE et sa mise en place? Et la réponse est oui et non, parce qu'en fait, les régulateurs, ils disent que la CSRD, c'est une boîte à outils pour les entreprises, pour repenser leur modèle d'affaires, pour qu'ils soient plus résilients et moins impactants sur l'environnement. Mais si on arrive vraiment à bien l'appréhender. Je vais revenir un peu sur ce chiffre qui m'a particulièrement interpellée puisque c'est mon métier, c'est les outils de reporting extra-financier. Ça, c'est une étude qui a été faite par le Collège des directeurs de développement durable au premier trimestre. Donc, c'est des chiffres un peu pratiques, en fait, suite à l'exercice semestre 1. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises pensent que les outils actuels ne répondent pas aux besoins. Pourquoi ? Parce que, il y a un nombre croissant de KPI.
Donc, il y a, avec l'analyse double matérialité, les 1200 data points, etc. Donc, il y a une grosse quantité de données à traiter, analyser, aller collecter les informations. Donc, on a besoin d'un outil qui est quand même assez évolutif. Le processus de collecte de données, il est assez laborieux. On a besoin de renforcer les contrôles de cohérence. Why not ajouter des interfaces qui vont se développer avec les autres systèmes d'information. On souhaite supprimer les saisies manuelles. Et donc, il y a un fort besoin d'automatisation sur les sites de reporting extra-financiers. Et puis, 3, il y a un manque, il y a des trous dans la raquette, dans les données collectées, notamment les données de chaîne de valeur. Donc, on n'arrive pas à avoir toutes les informations, encore moins les bonnes informations de notre système. Donc, d'où le besoin de faire évoluer le système de reporting extra-financier. Et juste un petit récap de l'enjeu data. Pourquoi la data, c'est un enjeu central dans la CSRD, de bout en bout. Donc, de la définition des informations avec l'analyse double matérialité et l'analyse des écarts, etc. Donc, il y a une couverture thématique plus large par rapport à la NFRD. Et plusieurs sujets, on a, je pense, à 87 sous-sujets qu'on doit traiter un par un. Cette notion de périmètre et chaîne de valeur, c'est-à-dire au-delà de mes opérations, je dois aller chercher les opérations, par exemple Scope 3 sur ma chaîne de valeur ou les données de travailleurs des chaînes de mes prestataires ou de mes fournisseurs. 3, il y a cette notion d'horizon de temps, c'est-à-dire je dois prévoir mes émissions futures et ma performance sur le court, moyen et long terme. Une fois, c'est bon, j'ai défini l'information. 2, où se trouve cette information ? Est-ce que je l'ai ou pas ? Est-ce qu'elle est dans mon système d'information interne ? Est-ce que c'est des portails fournisseurs ou des fichiers un peu éparpillés sur mon SharePoint ? Donc, il faut localiser cette information. Et 3, comment est-ce que je vais la collecter ? Manuellement ou automatiquement, il y a des API ou des connecteurs. 4, comment je vérifie ou garantis la qualité de l'information, parce que le rapport CSRD rappelons qu'il est auditable par des ETI, donc il faut faire attention à ce qu'on va mettre dans notre rapport. Et finalement, comment je vais présenter et structurer mon rapport d'une manière conforme aux normes SRS. Donc la data, c'est un enjeu central tout au long de ce projet et au-delà du projet, parce que, comme on a dit tout à l'heure, la finalité, c'est pas le rapport, la finalité, c'est d'accélérer cette transition. Alors, première question pour toi, Sheila. Je suis responsable RSE, j'ai un chantier CSRD, donc j'ai plusieurs des petits projets que je dois faire pour créer ce rapport, mais en même temps, j'ai une stratégie que je souhaite mettre en place et des actions. Donc, il y a une complexité de la donnée au niveau du reporting et au niveau opérationnel et stratégique de ma performance RSE. Comment je peux gérer ça dans Envisy ? Alors, je vais prendre ça. Envisy, en fait, intègre aujourd'hui toutes les ESRS, en fait, qui font partie, en fait, des disclosures, en fait, CSRD. Et en fait, on permet, avec toutes les 160 questions qui sont derrière les différentes thématiques, à une entreprise de construire le template de leur disclosure de façon facile et en lien avec leur analyse de matérialité. Pour chacune de ces questions, on peut mettre en place un workflow de capture de données avec aussi des outils de collaboration. On propose aussi plusieurs manières en fait, de garantir la qualité et la fiabilité de ces données, avec pour chaque data point en fait, une piste d'audit qui est dans le système. On parle de plus de 1000 data points, par exemple, et on parle aussi des data points qualitatives et quantitatives. On pense qu'il y a, en fait, pas pense, il y a 31%, je pense, des data points qui sont quantitatives, donc la majorité sont des data points qualitatives qu'il faut gérer.
Parmi d'autres outils en fait dans notre plateforme qui permet de veiller sur la qualité et la fiabilité des données, c'est notre Data Health Check Report qui donne une vision de l'ensemble des données en fait dans le système et qui catégorise ces données comme des données réelles, des données estimées, des données manquantes, et ça facilite grandement en fait la gestion de toute cette partie collecte et constitution, on va dire, des données nécessaires pour répondre aux exigences CSRD. Une autre exigence du CSRD, c'est la possibilité de donner un accès aux auditeurs externes aux plateformes. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui est très, très simple avec notre solution aussi. D'accord. Donc, nous parlons de collecte de données. On a parlé tout à l'heure de la collecte de données qui est un sujet central dans le reporting. Mais il y a des données qui sont quand même relativement simples à collecter, notamment sur l'environnement scope 1 et 2, sur les informations des effectifs de la société. Mais il y a des données qui sont complexes, en fait, qui sont plus compliquées, notamment les données de la chaîne de valeur, la chaîne de valeur, elle est opaque. Et c'est toujours compliqué de chercher les informations chez nos fournisseurs. Il faut les relancer, il faut s'assurer que c'est la bonne information. Comment tu peux me faciliter cette tâche, en fait ? Alors, tout à fait, le scope 3 et notamment le scope 3.1 et 3.2, pour beaucoup de sociétés, représentent la plus grande partie de leurs émissions et aussi le plus grand volume de données à prendre en compte. Donc, nous, on a un module, en fait, justement, qui est taillé pour ce volume de données. Donc, on permet d'extraire des données transactionnelles des systèmes ERP ou des systèmes d'achat. Ces données-là, on peut les extraire de façon automatique, soit à travers des fichiers formatés, soit à travers le développement d'un certain nombre de connecteurs API. Une fois ces données en fait dans notre système, on applique notre moteur de calcul de gaz à effet de serre qui intègre en fait un algorithme intelligent qui est capable d'associer les bons facteurs d'émission que nous on gère aussi dans notre système avec les catégories de produits ou les data types correspondants. Une fois ces calculs faits, ça va alimenter bien sûr les disclosures comme le CSRD, mais pas que, parce que notre système aussi couvre plusieurs autres templates de disclosure comme le CDP et d'autres. Et ces données-là aussi, ils vont alimenter tous les modèles de forecasting ou les modèles qu'on va utiliser en fait pour définir en fait nos projets de décarbonisation. Mais on ne s'arrête pas là, parce que comme tu as dit, Wafa, on doit aussi travailler avec notre chaîne de valeur pour essayer d'augmenter la précision des données qu'on récupère de cette chaîne. Donc, notre plateforme aussi permet d'engager avec des fournisseurs pour leur permettre de fournir leur product carbon footprint, donc un calcul beaucoup plus précis de l'impact de leurs produits. On peut aussi leur demander de fournir des données sur les émissions de leur organisation si on veut faire des calculs de type hybride. Et d'ici la fin de l'année, on va intégrer en fait dans notre plateforme la possibilité d'aller chercher des infos dans des plateformes comme EcoVadis ou CDP en lien avec nos fournisseurs pour éviter à demander aux fournisseurs de fournir en fait leur scoring qui est déjà publié dans des bases externes. Donc tout ça va nous permettre en fait vraiment de améliorer la précision de mes calculs Scope 3 en allant des calculs spend-based vers des calculs qui sont spécifiques produits et qui va me permettre aussi de mettre en place des stratégies, on va dire, de décarbonisation qui sont plus précises. Pardon.
Ah oui, j'ai deux écrans en fait que j'ai oublié de donner. Donc, dans cette module-là, on peut voir en fait ici en fait la gestion des émissions avec un nombre de différents fournisseurs. Donc, je peux facilement en fait définir la matérialité, on appelle ça, de notre supply chain. Donc, quels sont les fournisseurs qui sont celles qui impactent le plus nos émissions. Et la deuxième partie, en fait, c'est un visuel en fait du portail qu'on met à disposition des fournisseurs pour fournir les informations. Et ce portail, il est directement intégré avec le système de calcul. Donc, j'ai pas en fait à prendre les informations d'un côté et ensuite l'intégrer dans le système. Une fois les informations fournies par le fournisseur, ils sont directement intégrés dans mes calculs qui facilitent et réduisent en fait le travail manuel. Donc ça, c'est concernant les données actuelles, enfin, sur l'année précédente. Mais moi, en fait, je suis également demandée ou obligée de mettre en place un plan de transition climatique, c'est-à-dire quels sont mes objectifs de décarbonation court, moyen, long terme, et quelles sont les actions que je vais mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc, je souhaite être capable de gérer tout ça dans Evizy. Et je devrais également être en mesure de quantifier ces actions, non seulement par l'impact que ça a en termes de CO2, par exemple, mais aussi l'impact financier. Donc, combien ça va me coûter et quel retour sur investissement je vais avoir si je fais cette action. Donc, comment je peux faire ça dans Evizy ? Alors, je dirais que pour planifier l'avenir, il y a 4 grandes étapes que je vais détailler. Donc, la première étape, c'est essayer de prévenir en fait le futur des émissions si je fais rien. Donc, en fait, il faut que je suis capable en fait de prédire les émissions basées sur les émissions historiques et la saisonnalité d'activité, etc. Pour comprendre si je ne mets pas en place des projets, en fait, ces émissions vont avoir tel ou tel impact. Donc là, j'ai des capacités en fait de prédiction qui vont me permettre en fait d'avoir ces informations. La deuxième étape, c'est de tester différents scénarios de décarbonisation. Et donc, ces différents scénarios vont devoir prendre en compte des variables multiples. Et quand je parle de variables multiples, ça peut être c'est quoi le coût associé c'est quoi le timeline associé avec une action et bien sûr, en fait, c'est quoi l'impact. Ça peut être des impacts, bien sûr, côté carbone, mais ça peut être aussi des initiatives ou des impacts sur d'autres KPI, comme la chaîne de valeur, les différents fournisseurs avec lesquels je travaille, des matières premières plus durables, et je veux faire des analyses, en fait, pour comparer de multiples variables dans ce sens. Le troisième partie d'une planification de l'avenir, c'est de définir des objectifs. Et donc, bien sûr, on va avoir des objectifs très globaux comme le total de mes émissions Scope 1, Scope 2, Scope 3. Mais je dois commencer, en fait, à mettre en place des objectifs beaucoup plus granulaires qui va me permettre, en fait, de déterminer quels sont des objectifs sur des sites en particulier, des objectifs envers un source d'énergie particulier. Et une fois que j'ai défini ces objectifs sur le long, je vais vouloir suivre la performance envers, en fait, ces objectifs. Donc, toutes ces parties-là sont couvertes, en fait, par différentes fonctionnalités d'analytics avancées et de performance dashboard, en fait, qui sont dans notre outil. Tu as parlé, en fait, des projets, un calcul un peu sur le ROI, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est possible avec notre module de Program Management. Donc, c'est un module, en fait, qui va permettre de citer
toutes les initiatives et programmes qu'on a dans notre plan de transition durable et qui vont prendre en compte tous les leviers. Donc, beaucoup vont être liés au carbone, en fait, mais d'autres peuvent être liés à des KPI de diversity inclusion, etc. Ici, en fait, on voit qu'on peut aller dans un détail très précis sur des actions précises qui peuvent être, par exemple, l'installation des panneaux solaires en fait sur un site ou un remplacement de l'éclairage en fait pour des systèmes plus économes. On va entrer, par exemple, le coût, on va entrer l'estimation du retour sur l'investissement, l'estimation des gains, en fait, en économie d'énergie, des gains en économie de CO2. Et on va être capable, en fait, ensuite, à travers différents tableaux de bord, de mesurer ces gains, de benchmarker en fait différents projets pour prendre des décisions sur les projets qu'on va mettre en place et les gains ou les bénéfices qu'on peut espérer d'en tirer. Donc, encore une fois, on parle beaucoup de CSRD, de la gestion, d'établir en fait un rapport, mais j'espère qu'on est tous d'accord que la finalité de tout ça, c'est plutôt de mettre en place des actions qui va apporter en fait un vrai impact de réduction de l'impact environnemental de l'entreprise et permettre aussi un suivi de la performance de l'entreprise sur ces sujets tout au long de l'année. Okay. Parfait. Merci Sheila. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok. En parlant de coûts, je pense une des challenges d'un responsable RSE, c'est de justifier le coût de la mise en place d'un outil de reporting, parce que déjà la CSRD et la RSE d'une manière générale, c'est un budget. Donc en fait, la question que les responsables RSE nous posent souvent, c'est comment je justifie ce coût pour ma direction, pour le DAF, etc. Donc juste pour connaître un petit peu la démographie de vos métiers, responsable RSE ou consultant RSE, okay. Et DAF, finance, CFO, okay. Et IT, Ok, très bien. Et moi, la réponse que j'apporte toujours, que c'est un coût, c'est vrai que c'est un coût, mais quand même, ça reste un coût inévitable, parce que les rapports attendus aujourd'hui par la CSRD, c'est des rapports qui sont à la hauteur des rapports financiers. On a tous besoin d'un système comptable pour générer un rapport, un bilan comptable en fin d'année. Ça sera la même chose pour la CSRD. Un outil qui va vous aider à mieux gérer ce rapport va vous faire gagner énormément de temps en termes de collecte de données, vérification de données, et cela va vous permettre de vous concentrer mieux sur ce qui est le plus important, qui est la stratégie RSE, sa mise en place et son suivi. Choisir son outil, c'est extrêmement important parce que, là je dis MVisi, ce n'est pas fait pour tout le monde, comme tout outil. Moi, mon rôle personnellement, c'est de vous aider à identifier, à bien comprendre la solution et de voir en fait si c'est la solution idéale pour vous. Elle ne correspond pas à tout le monde, mais je vais vous dire pourquoi nous, Vaganet, on a choisi MVisi. C'est une solution qui, à la base, c'est une start-up australienne, donc elle existe depuis 15 ans et elle a accompagné plus de 150 clients au monde. Donc c'est une solution stable et qui progresse tous les jours pour s'aligner à la réglementation, aux exigences des différents protocoles GHG, les standards GRI, CDP, etc., EcoVadis. Depuis son intégration chez IBM en 2022, elle ne cesse d'être augmentée. IBM, c'est un éditeur qui est très connu par la supply chain, l'intelligence artificielle, l'analytics. Donc, ils intègrent ces technologies au quotidien pour que la solution soit performante. Et c'est le focus d'IBM, c'est la technologie. Et puis, Vaganet, en fait, qui est le partenaire certifié sur cette solution. Et notre focus, c'est le client, c'est vous, en fait. On vous fournit un accompagnement sur mesure. On est une équipe de taille humaine qui est à l'écoute, en fait, et qui saura intégrer cette solution dans les bonnes conditions dans vos systèmes actuels.
Dernier slide, c'est en fait un QR code. Nous sommes au 3e étage, au stand 150. Si vous souhaitez qu'on en discute plus, et je vais vous laisser en fait la parole si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a présenté. Moi, je me posais une question, parce qu'on détient une expertise assez forte en data chez KPC, et on le voit que votre outil peut être intéressant, mais il a l'air d'être très focus sur finalement la décarbonation en prenant en considération les acteurs de votre supply chain. Mais est-ce que finalement, vous n'avez pas complexifié le paysage applicatif et in fine les schémas directeurs SI avec l'implémentation de nouveaux outils, qui ne permet pas de répondre, je pense, fonctionnellement à tout l'enjeu CSRD, mais qu'uniquement une partie? Alors là, en fait, on a montré juste une partie, en fait, parce que c'est un des parties les plus complexes, mais en fait, on couvre toute la perspective, en fait, CSRD, du scope 1 et 2, les KPI social, la gouvernance. Donc, c'est un outil qui peut être, si on n'a pas, en fait, un gros volume de données scope 3 et on n'a pas besoin de cette partie-là, bon, on ne le met pas en place, on est très modulaire. Mais en fait, à la base, on est sur les KPI, on va dire, traditionnels et aussi, en fait, maintenant, la partie... en fait, ce qui est complexe avec le CSRD, c'est qu'il ajoute aussi la partie prévision et transition plan, en fait, qui doivent être inclus, en fait, dans notre disclosure. Et c'est là où, en fait, les éléments de analytics sont très intéressants et entrent en jeu. Mais encore une fois, si on n'est pas assez mature, en fait, pour ces parties-là, on a une socle qui est moins complexe et qui couvre en fait les bases. Mais en fait, nous, les clients avec lesquels on est en lien actuel, pourquoi j'ai mis un focus sur le scope 3? Parce que c'est vraiment là où ils ont du mal en fait à trouver un vrai outil qui est capable en fait d'intégrer en fait des volumes de données considérables et ouvrir aussi vers l'extérieur. Vous avez un micro juste là, si vous... Vous avez un micro juste là, si vous... Bonjour, merci. Bonjour. En fait, ce que je comprends, c'est que vous avez un outil. Et une des problématiques, c'est non seulement c'est l'outil, c'est vrai, mais c'est aussi toute la donnée source. Oui. Et donc voilà, ma question, c'est comment vous gérez cette donnée source? Parce qu'effectivement, sur le scope 3 ou sur plein de données, on a énormément de données. Il faut aller chercher dans des sources très différentes, très complexes. Donc comment? Parce qu'en fait, pour moi, c'est autant un problème de la donnée source, il est même supérieur d'aller chercher la bonne donnée exhaustive et dans le bon format pour qu'ensuite ça puisse rentrer dans un outil et que cet outil puisse être performant. Oui. Alors, c'est avec l'accompagnement en fait, des sociétés comme Wagonet pour toute cette partie en amont d'identification des sources, de détermination de quelle façon on va intégrer en fait cette donnée. Ce qui est intéressant avec notre solution, c'est que pour différents types de données, qui sont dans différentes sources internes, on peut mettre en place différents moyens d'intégration. Ça peut être à travers des fichiers, ça peut être manuellement dans notre outil, ça peut être un développement d'une API si on veut vraiment automatiser en fait cette intégration. Donc, ça permet de démarrer d'une certaine manière de façon simple, peut-être avec l'intégration par fichier ou l'intégration en fait directement dans l'outil en fait manuellement, et d'établir ensuite une stratégie pour automatiser ça sur le long. Mais ça nécessite pas que tout soit parfait et peut-être identifié dès le premier jour. On peut démarrer avec ce qu'on a et c'est dans notre outil que les données vont être consolidées et qui va constituer en fait votre, on appelle ça peut-être le ERP des données ESG, mais ce travail, oui, de détermination où sont les données, etc. C'est un travail de process, c'est un travail qui sera un travail accompagné par des experts et qui n'est pas forcément un travail dans un premier temps technique. C'est plutôt une mise en place un peu de stratégie, de process, etc. Mais on permet de prendre en compte différentes manières d'intégrer cette donnée et vous permettre de démarrer avec quelque chose peut-être
simple au début et en fait, au fur et à mesure de mettre en place des automatisations, etc. En amont du travail de l'intégration du projet, il y a un travail de modélisation qui se fait en amont, qui est la modélisation de la chaîne de valeur pour identifier les fournisseurs. On n'a pas besoin de mettre tous les fournisseurs, donc identifier les fournisseurs importants, peut-être le top 100, peut-être top 50. Donc, et puis définir les données qui devraient être récupérées. Et après, on verra comment on va aller les chercher, soit par des questionnaires ou soit par intégration API ou soit manuellement dans le système. Donc, mais un travail avec les consultants experts qui se fait en amont de ce travail de projet pour identifier la donnée source, où est-ce qu'elle est et comment on va la chercher. Oui, les fournisseurs pour les données, on va dire externes, mais même en interne dans la société, en fait, on sait que on ne sait pas forcément toujours où se trouvent les données internes en fait dont j'ai besoin de collecter. Ce qui est intéressant aussi avec notre système, c'est qu'on peut mettre en face des responsables de certains types de données et en fait gérer un système de capture de données, c'est-à-dire on va alerter en fait telle ou telle personne lorsque c'est le moment en fait d'entrer des données. On peut suivre le progrès en fait de ces demandes. On peut envoyer des notifications lorsque la donnée n'est pas là. Et comme j'ai montré en fait dans notre Data Health Check Report, on a des dashboards qui nous permettent en fait de comprendre où on est dans cette collecte. Est-ce que j'ai eu les données réelles? Est-ce que j'ai eu des données estimées? Notre système permet aussi de faire des... donc, estimer, ça peut être estimé par une personne, mais on a aussi une notion dans notre système qui sont des accruals, en fait, donc des estimations basées sur une certaine formule qu'on décide, qui sont des données estimées sur les données historiques. Donc, on peut aussi avoir ça, et c'est très visible. En fait, on sait quelle source ou quel type de données est dans le système, et là où il y a des lacunes et qu'il faut qu'on mette notre focus. Oui. Bonjour, je représente Alex de CFO, une société de DAF à temps partiel. Et ma question est surtout au niveau des rôles au sein de l'entreprise qui doivent être développés pour être responsables de tout ce processus de reporting. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt au niveau de la fonction finance ou c'est une autre fonction qui doit être créée pour apprendre à utiliser cet outil et gérer tout le processus? Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est que ça peut être les deux, enfin, ça peut être trois. Enfin, soit c'est porté par la RSE, soit c'est porté par la DAF, ou c'est en binôme. Donc, généralement, les clients, ils désignent un chef de projet CSRD, et comme c'est un nouveau sujet, ils font appel à un prestataire externe, un cabinet de conseil, qui va les accompagner sur ce premier rapport. Mais la majorité des cas que j'ai vus, c'est les clients, ils le font en binôme, en fait. On a besoin des données RSE, mais ça sera consolidé avec la finance. J'ai une question en fait par rapport à dans votre système, dans le scope 3, à un moment vous dites qu'il y a une grille vous faites appel à de l'IA et il y a une espèce de grille de référence. Oui. Est-ce que dans le scope 1, vous avez aussi ce même système? Oui, oui. Et est-ce qu'il est en fait adaptable par la société? Tout à fait. En fait, oui, tout à fait. Donc, en fait, pour cette grille ou les facteurs d'émission, on gère en fait un certain nombre de bases externes qui fournissent des facteurs d'émission. On permet aussi ce qu'on appelle les custom factors. Donc, si vous décidez, en fait, vous voulez mettre en fait un facteur en particulier, ça, c'est tout à fait configurable dans le système. Et en fait, pour toutes données en lien avec un calcul carbone, on définit en fait l'association où le système détermine la bonne association à faire. Donc, ces associations vont dépendre de la période de l'année, la source des données et le type de data. Mais tout à fait configurable, vous pouvez entrer vos propres
facteurs ou utiliser en fait les facteurs que nous on gère et qu'on met à jour tous les ans lorsqu'ils sont publiés. Et ça, c'est on va dire une valeur ajoutée considérable parce que cette notion de gestion des facteurs, en fait, accéder aux bases externes, les importer, tout ça, c'est assez fastidieux en fait comme travail et c'est ça qui est porté par les équipes. Pareil pour les disclosures, donc le CSRD et toutes les ESRS, le template, il est géré par les équipes et donc s'il y a une modification ou une mise à jour de cette template, on va l'ajouter en fait dans le système. Et donc on fait le même pour le Task Force for Nature Related Disclosure, pour CDP, on a 9 disclosures en fait mondiales qui sont gérées dans le système et vous pouvez aussi ajouter vos propres disclosures en fait si le disclosure n'est pas dans le système. D'accord, j'ai une autre question naïve. Est-ce que par rapport à l'audit de ces Oui. données, vous avez des logs Tout à fait. et évidemment les sources vont apparaître? On a une piste d'audit, on a en fait la source en fait des données qui quand on peut ajouter des pièces détachées en fait des pièces détachées en fait si on a en fait un fichier qu'on veut inclure. Et comme j'ai dit, en fait, tout ça, donc soit l'auditeur peut aller directement en fait dans l'enregistrement en question. Mais on fournit aussi un certain nombre de rapports prédéfinis dans le système pour sortir en fait toutes les données, tous les facteurs qui étaient appliqués et s'il y a des changements dans les facteurs. En fait, tout ça, c'est tracé dans le système. J'ai une dernière question. Okay. Là, on parle de données montantes, ce que moi j'appelle la donnée montante, c'est-à-dire qui va servir à un reporting. Oui. Vous avez montré des pistes de données descendantes, c'est-à-dire que on va suivre par petites units des objectifs et des Oui. plans. Est-ce que en fait on peut redescendre? Est-ce que on peut Faire un drill down en fait par rapport à down oui. et justement avoir une analyse détaillée, récupérer les données pour faire des analyses détaillées? Tout à fait. En fait, on permet de en fait, les consolidations qui peuvent être faites dans le système peuvent être multiples. Donc, on peut avoir des consolidations par géographie ou par business unit ou par entité. En fait, on est vraiment libre sur le nombre de consolidations qu'on fait dans le système. Et pour chacun, en fait, ces groupements, on peut descendre en fait du plus haut vers les données qui sont, nous on appelle ça, qui sont stockées dans des accounts. Et en fait, chaque account a un record un peu dans la comptabilité, mais là on est dans la comptabilité ESG. Mais tout à fait, en fait, cette drill down, il est toujours possible jusqu'au, en fait, voilà, le niveau le plus granulaire qui est les enregistrements qui vont être pour la plupart par mois, en fait. Donc, nous notre philosophie, c'est que c'est une plateforme qui ne devrait pas être juste utilisée au moment d'une reporting ou une disclosure. C'est une plateforme qui devrait être alimentée au fur et à mesure en fait, de l'année pour permettre justement cette suivi de performance au fur et à mesure en fait, de l'année. Donc, certaines données, peut-être données sociales ou autres, seraient une fois par an sur, par exemple, la constitution le comité exécutif ou des données sur la diversité et inclusion, mais des données de consommation d'énergie, etc. Ça devrait être des données qu'on récupère en fait beaucoup plus souvent. Si on arrive à automatiser ça, on a moins de travail à faire en fait au moment du disclosure en fin de l'année. Donc c'est vraiment notre philosophie de ne pas voir ça comme avoir des campagnes de capture. En fait, cette capture devrait être au fur et à mesure et les rôles devraient être diffusés en fait dans la société. Donc les gens qui sont en charge, par exemple, du voyage d'affaires, en fait, tu vas désigner les gens qui doivent fournir cette information, les gens qui doivent fournir les données énergie, ou c'est automatisé. Donc c'est ça l'idée, c'est on peut démarrer sans automatisation.
avec des entrées manuelles ou par fichier. Et on peut, au fur et à mesure, en fait, essayer d'améliorer ça et avoir un système qui... L'idéal, c'est qu'il y ait un système qui tourne presque tout seul, en fait, qui récupère ces données et qui alimente ensuite le disclosure. Oui. C'est quoi le coût de ce système? La question qui fâche. Le DAF. Tout va dépendre de la taille de couverture, en fait, donc la couverture du nombre de sites, la couverture en termes de type de données. Donc, est-ce qu'on collecte du scope 1, scope 2 et du scope 3? Quelle est la granularité, en fait, de cette scope 3? Et quels sont les modules? Donc, on est un système, comme j'ai dit, modulaire, où on peut avoir un besoin d'analyser le scope 1, 2 et 3, mais pas forcément avec un gros volume sur le scope 3. Donc, je ne vais pas mettre en place le parti, en fait, pour l'intégration d'un volume de données important, etc. J'ai peut-être pas besoin de le module qui suit les programmes, initiatives, etc. Donc là, je le mets pas. En fait, on permet de démarrer petit, simple, et au fur et à mesure de notre avancement, de notre maturité, on peut ajouter. Donc, je ne peux pas donner en fait un coût d'une fourchette. Ça va dépendre du volume de données et aussi la maturité des besoins du client, quoi. Le ticket d'entrée, donc si c'est une petite PME qui a peut-être une ou deux filiales, enfin... D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire l'exercice en Oui, temps mais réel tout à l'heure. Oui, Enfin, oui, sais pas mais si t'as le je dirais, en fait, il y a un ticket d'entrée autour de 30 à 40 cas, par exemple, pour une petite PME, en fait, on va dire. Après, en fonction de l'évolution du nombre de données, etc., ça va augmenter. Mais on peut démarrer, en fait, sur ces ordres de grandeur-là. D'accord, merci. Par an. Oui, Par mois. par an. Et les coûts d'intégration, vous estimez à combien? Le coût ? Le coût d'intégration, ce qu'il y a le coût licence, Oui. déjà 40K, et coût intégration de tout travail MOA, MOE, vous l'estimez à combien? Pareil, ça dépendra en fait des modules qu'on va mettre en place. Ça va dépendre de la maturité du client en termes de SI. C'est un exercice en fait. Pour définir un budget d'implémentation et de service, on fait tout un workshop pour identifier les... Ouais, en fait, je n'ai pas de chiffres en fait. À chaque fois, en fait, c'est un exercice en fait qui est en fonction du client. Donc, comme j'ai dit là, peut-être pour une petite PME qui a très peu de besoins, on peut être sur 15 cas d'implémentation, mais en fait, ça peut rien dire en fait si je sors des chiffres comme ça. Il faut vraiment analyser en fait les besoins. On a des clients qui ont des gens en interne qui peuvent faire une partie du travail. Mais après, il faut déterminer quelle partie du travail d'implémentation est chez nous, quelle partie est chez le client. On a une offre en SaaS, donc beaucoup de choses. On publie énormément d'informations qui sont disponibles en public déjà en fait sur la façon de faire, etc. Et notre objectif, c'est que les clients sont de plus vite autonomes, on va dire, sur la gestion des choses. Donc, voilà, ça va dépendre de la complexité aussi du projet, quoi. Oui. Stand 150. On est troisième. J'aurais une question par rapport au profil d'utilisateur de la solution, parce qu'il y a des notions techniques avancées, telles que du dashboarding avancé, time series forecasting. Donc, est-ce qu'il y a un accompagnement par rapport à ça des équipes? Est-ce qu'on travaille en collaboration avec les IT en interne pour faire monter des personnes, tels des profils data analystes sur la solution Tout à fait. En fait, une partie de de l'implémentation, c'est aussi une formation de différents profils.
On aura des profils plutôt admin qui vont être en charge un peu de la configuration du plateforme et qui vont aller plus dans les détails de comment le modèle de données et de hiérarchie en fait qu'on va mettre en place. Ça va pas être en fait beaucoup de personnes. En fait, ça va être 3 ou 4 peut-être par entreprise. Ensuite, les personnes, souvent c'est d'autres personnes qui vont être sur la partie scénario modeling et forecasting. Donc des gens, souvent dans les entreprises qui sont à l'aise avec ces genres de missions et qui sont souvent dans la partie finance de l'entreprise. Et on va avoir après d'autres utilisateurs qui sont là juste pour visualiser des tableaux de bord et notre plateforme, l'accès et la visualisation des données, on peut le réduire à différentes entités dans l'entreprise. On peut déterminer en fait qu'ils ne voient pas la complexité du data model, etc. Ils voient juste les tableaux de bord de suivi des données qui les concernent en fait. Donc il y a différents profils, essentiellement en fait celles qui vont être très axées sur la gestion, la configuration de plateforme, d'autres profils sur la partie forecasting, analyse. Le partie Scope 3, par exemple, là, c'est plutôt des profils procurement managers. Donc, encore souvent une autre entité de l'entreprise qui a besoin de suivre cette partie-là et qui ne sont pas les mêmes qui vont gérer, en fait, le partie ESG reporting, etc. Donc, on cible différents personas. Et en fonction de le besoin des personas, en fait, ils vont avoir accès à différents écrans, différents modules en fait dans la plateforme. Oui. Deux questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez identifié des facteurs de succès pour l'intégration de votre solution dans les entreprises? C'est quoi vraiment les facteurs de succès ou les écueils à éviter? Et deuxièmement, vous avez mentionné que la solution est modulaire. Est-ce qu'elle a été appliquée déjà dans le milieu bancaire, puisqu'il y a des besoins spécifiques de reporting en industrie financière, voilà, et dans quelle mesure votre solution s'adapte-t-elle à ces besoins-là? Alors, les facteurs de succès, c'est un travail étroit entre les équipes IT et l'équipe RSE. Donc ça, c'est une chose qui, je dirais, facilite grandement, on va dire, l'adoption, la compréhension de la solution voilà, un suivi, on va dire, des projets plus simples. Dans le secteur bancaire, on a des clients, mais leur besoin, en fait, notre solution est axée sur le ESG. Donc, en fait, les besoins en fait, d'un secteur bancaire sur les données ESG sont assez similaires à d'autres clients. Notre solution n'est pas une solution en fait, de gestion de disclosure financier autre que des disclosures, on va dire, en lien avec l'ESG. Donc, en fait, les clients dans le secteur bancaire, je dirais, le besoin un peu particulier par rapport à eux, ça va être un fort focus sur l'impact de l'IT. Donc, en fait, comment on intègre en fait, des données de l'impact de leur infrastructure IT dans le reporting, donc que ce soit des données des data centers ou les données des assets de bureautique, etc. Les investissements aussi. Ça, Le secteur financier, ça va avoir une prochaine valeur spécifique avec une clientèle qui emprunte auprès de la banque et ça, ou qui sont des sociétés dans lesquelles la banque investit. Oui, mais ça c'est le partie scope 3.15, en fait, le Financed Investments. Ça, c'est une partie du scope 3, en fait, qu'on couvre aussi, mais qui est très particulier. Oui, ça, c'est un élément, en fait, qu'on peut intégrer, en fait, dans notre plateforme. En fait, notre solution, c'est
oui, plutôt axé sur, peut-être par exemple, le parc immobilier, on va dire, de la secteur bancaire, l'impact, comme j'ai dit, de leurs activités IT qui représentent une grande partie en fait de leur mission. Oui, le parti Financed Emissions, j'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose de nouveau en fait qu'on intègre en fait dans le système, mais ça il y a un module spécifique qui va être axé en fait sur cette partie-là, qu'on n'a pas encore, on va dire, on n'a pas un retour d'expérience encore avec les clients parce que c'est un module qui sort d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et à très bientôt, soit sur notre stand, sinon n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur notre LinkedIn. Et voilà, bonne journée.